que je vais vous partager. Le second enjeu, ce sera de mesurer les enjeux auprès de vos utilisateurs, donc de voir à quel point leur avis va compter justement dans l'élaboration de votre site. Alors, juste cette notification spéciale. Donc, les deux objectifs de cette séance. Donc on verra d'abord dans un premier temps les notions comme UI, UX, les users. Donc UI, c'est l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. On va détailler un petit peu ces notions-là pour vous les remettre, soit vous les remettre dans la tête, soit simplement vous les apprendre ou les faire découvrir. On verra ensuite 4 grandes bonnes pratiques pour améliorer l'expérience utilisateur. Des bonnes pratiques assez larges comme la création d'un guide de style standardisé, l'utilisation des espaces blancs, l'utilisation des appels à l'action, ou encore l'utilisation du texte et de la rédaction. On verra ensuite qu'est-ce que c'est qu'adopter une démarche centrée sur l'utilisateur, et je vous présenterai enfin l'agence pour laquelle je travaille. Pour ma part, donc, je suis Julien Maurice Chevalier, je suis le directeur artistique de l'agence Piloting depuis plus de 4 ans, et Piloting est une agence spécialisée sur WordPress que nous verrons un peu plus tard. Ok. Donc, on peut commencer. Je voulais commencer avec un premier postulat que j'ai trouvé sur le site TopTal et sur le site Web Designer Trends qui disait que 94% des premières impressions sont en effet liées au design, avec 75% des utilisateurs jugeant un site web uniquement sur son esthétique globale. Donc là, on parle d'un site web en général. 94%, c'est énorme, des premières impressions sont en effet liées au design du site web. Donc un utilisateur va avoir un premier a priori, inconscient parfois, sur votre site, votre activité, le site, ce que va présenter votre site web. Et 75% d'entre eux vont juger uniquement le site sur son esthétique, sans forcément chercher à rentrer dans les détails dans un premier temps. Donc ce sont des statistiques, bien sûr, à mettre en perspective, qui sont du coup internationales et pour le coup américaines, mais elles sont juste aussi dans les milieux en France. Et c'est un chiffre qui m'a semblé, moi, assez fou. Je savais que le design était quelque chose d'assez important pour un utilisateur, que la première impression va énormément compter, mais pas forcément à ce point-là. Donc le design va bien sûr être corrélé de plein d'outils techniques, de plein de fonctionnalités qui vont faire en sorte que le design va fonctionner, mais l'apparence esthétique est elle aussi hyper importante. Mais qu'est-ce qu'on entend justement par design? On parle du coup du design d'un site web. Le design, ça comprend plusieurs notions. La première, c'est le design de l'expérience utilisateur. Donc, il s'agit d'anticiper les attentes des visiteurs, de rendre l'interface plus ergonomique, plus intuitif, le plus facile d'utilisation possible en se basant sur les ressentis des utilisateurs. Donc, ça mêle ainsi des objectifs stratégiques, des paramètres technologiques, des problématiques design. Donc, l'expérience utilisateur, le design d'expérience utilisateur est un domaine assez vaste et large qui va prendre en compte l'expérience générale qu'un visiteur va avoir en arrivant sur votre site web. Donc, quand on parle de design de site, on parle de conception de site de manière générale, qui va regrouper donc des composants visuels et des fonctionnalités techniques. C'est un premier élément sur lequel on travaille en tant que designer avant de concevoir un site web, où on réfléchit à l'expérience qu'on va vouloir lui donner. Donc, quand vous entendrez parler d'UX design, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui va conditionner vraiment l'a priori de votre utilisateur sur votre site web. On a ensuite le design d'interface utilisateur, donc l'UI design, qui est une notion que vous avez déjà sûrement entendue, vue ou comprise, qui, elle, se rapporte plutôt à l'environnement graphique dans lequel évolue l'utilisateur d'un logiciel, d'un site web ou d'une application. Dans le cas d'un site, ça va être les boutons, la navigation, la typographie, les couleurs, la mise en page générale. La mission de l'UI, c'est vraiment de créer une interface agréable à regarder, sur laquelle on peut naviguer, pratique et facile à prendre en main. Facile, on peut entendre aussi par là accessible, que le niveau de couleur, de contraste des couleurs soit lisible, que les boutons soient bien placés. Donc, en fait, l'UI design, donc le design de l'interface, fait partie de l'UX design, qui est le design d'expérience utilisateur. Donc, quand on parle de design d'un site, on parle de son aspect ergonomique, on parle de son aspect pratique, on parle de son aspect visuel, on parle de tout ça. Et donc, dedans, il y a vraiment deux notions. Il y a la notion du design d'interface, les couleurs, les typographies, le style des boutons, qui va jouer un rôle donc dans l'appréhension globale
et général du site web par l'utilisateur. Donc on pourra revenir sur ces notions, peut-être qu'on fera une pause à la fin de cette première partie pour être sûr que tout le monde ait bien compris, que vous n'avez pas forcément de questions par rapport à ça. Donc le design de votre site, c'est l'expérience générale, le ressenti que va avoir un utilisateur aussi, devant. Donc dans l'UI design, donc dans le design d'interface, ce design-là, celui-ci, il va prendre en compte votre charte graphique, qui est un terme qui commence à être plutôt approprié pour du print, où on pense à charte graphique, on va penser à typographie, couleur, carte de visite, flyer, ces choses-là. Aujourd'hui, on parle pour un site web plutôt de design system, donc c'est une notion qu'on va développer un peu plus tard, qui est un ensemble de composants, de couleurs, de groupes qui vont pouvoir être assemblés ensemble pour créer justement un design consistant à travers les plateformes, les écrans, les navigateurs, etc. Donc Xplanet résume ça comme ça, tandis que les UI designers sont en charge de l'apparence de l'interface utilisateur, les UX designers déterminent comment l'interface fonctionne. Donc dans l'approche design d'un site web, il y a la partie apparence et la partie fonctionnelle ergonomique. Pour en rajouter une couche. Une autre statistique maintenant sur Small Biz Genius qui illustre que 88% des clients en ligne disent qu'ils ne reviendraient pas sur un site web après une mauvaise expérience utilisateur, tandis que 70% des entreprises échouent en raison d'une mauvaise utilisation et d'une UX peu attrayante. Donc là aussi, ce sont des statistiques à pondérer, à mesurer, à mettre en perspective, mais ça montre qu'il y a vraiment la première impression, la première expérience que vous allez offrir à votre utilisateur est très importante. Si celle-ci est ratée, ça peut vraiment impacter énormément votre site web. Alors, il y a des domaines qui vont être plus impactés d'autres. Si vous êtes une startup, que vous vous lancez sur un marché ultra concurrentiel, que vous faites une énorme opération de communication marketing et que la première expérience que vont avoir vos utilisateurs après cette opération et après être venus sur votre site web est ratée, ben là, c'est hyper grave pour vous. Si vous êtes une entreprise déjà bien installée, que vous tentez un nouveau produit, vous lancez un nouveau service, vous testez une nouvelle fonctionnalité, là, du coup, le fait qu'ils aient une mauvaise expérience parce que vous avez raté votre lancement de nouvelle fonctionnalité sera un peu moins impactant. Mais toujours est-il que la première impression, la première expérience est une chose à soigner sur votre site web. J'ai réuni des illustrations d'une infographie pour que vous compreniez aussi un petit peu le comportement des utilisateurs et en quoi leur comportement peut influer sur votre site web. Et donc, et donc l'enjeu en fait de l'UX design ou du design général, ça va être de comprendre vos utilisateurs et de leur proposer la meilleure expérience possible. Donc voici quelques statistiques pour vous permettre de les comprendre un petit peu mieux. La vitesse de chargement d'un site web est très importante. On estime à 2 millions de milliards de chiffre d'affaires qui seraient perdus chaque année par le temps de chargement de sites trop lents. Il faut savoir qu'un utilisateur est très impatient, surtout devant son ordinateur. Il patiente 3 à 4 secondes devant une page qui charge à vide, à blanc, mais peut très vite s'en aller. Les utilisateurs des mobiles sont 5 fois plus enclins à abandonner une tâche si celle-ci n'est pas optimisée pour le mobile. Donc là, on a aussi une notion de responsive, qui est donc le responsive, c'est l'adaptation de votre site web sur des tailles d'écran différentes, donc sur un téléphone, une tablette, un ordinateur. Donc les utilisateurs sur mobile sont vraiment beaucoup plus impatients et plus exigeants vis-à-vis de l'expérience qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. 53% des sites visités sur mobile sont abandonnés s'ils ne prennent plus de 3 secondes à charger. Donc, ce qui est encore plus long, plus court. Le temps de patience est plus court sur mobile que sur desktop, où on estime plutôt à 5 secondes. Après, c'est des chiffres hyper variables, mais ce qui est à retenir, c'est que l'utilisateur est plus impatient devant son mobile que devant son ordinateur. Les personnes qui ont une mauvaise expérience vis-à-vis d'une marque ou sur un site e-commerce sont 62% moins enclins à revenir sur cette marque ou à réacheter derrière. Donc, comme dans le commerce classique, une mauvaise expérience peut vraiment vous desservir. 83% des personnes interrogées estiment aussi que l'expérience à travers tous les écrans est très importante, qu'on retrouve le confort de lecture qu'on avait sur son site web, qu'on puisse le retrouver sur son mobile et que la continuité soit assurée entre les différents supports numériques.
Et enfin, une autre statistique, 63% des utilisateurs pourraient envisager le fait de vous contacter à travers un chatbot sur votre site web. Ça, c'est une statistique en plus qui n'a pas forcément de rapport avec le reste, mais pour vous montrer que les usages, les mœurs des utilisateurs évoluent aussi et qu'il faut toujours les interroger, remettre en perspective nos croyances vis-à-vis d'eux, faire des tests et essayer de savoir comment est-ce qu'ils agissent pour rester au plus proche de leurs évolutions. Donc ces statistiques vous permettent de prendre un peu mieux en considération les comportements des utilisateurs. Bien sûr, ce sont des statistiques générales et il faudrait que par rapport à votre activité, par rapport à votre site et à votre cible, que vous meniez vos propres enquêtes pour comprendre vraiment leurs usages. Donc avoir une démarche centrée sur l'utilisateur et son expérience, ça a 4 avantages. Ça vous permet d'avoir une conception claire de votre site web et une normalisation de la production de contenu. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment en compte l'avis de vos utilisateurs ou leurs vraies attentes, ça va vous forcer à construire un site beaucoup plus clair et à standardiser des fois certaines pages ou certains contenus. On pourra revenir sur cette question-là, mais réfléchir, à l'utilisateur quand on crée son site web, ça vous permet de créer quelque chose de plus cohérent et de plus consistant. Ça va aussi donner une perception plus positive de votre marque et de votre positionnement vis-à-vis de la concurrence ou les autres sites web. Si un utilisateur est en train d'effectuer un benchmark, ouvre plein de sites dans plein d'onglets différents, il va accorder très peu de temps ou d'importance à chaque site web qu'il va visiter. Une bonne expérience, une bonne première impression vous donnera une perception hyper positive de ce prospect potentiel. Hem, une démarche centrée sur l'utilisateur et une démarche pour l'expérience utilisateur vous offrira aussi un trafic plus élevé, des taux de rebond réduits et des meilleurs taux de partage sur les réseaux sociaux. Un utilisateur, content pourra du coup partager plus sur votre site web, pourra justement rester plus longtemps sur votre site, améliorer donc le taux de rebond qui peut aussi améliorer le référencement. C'est vraiment un cercle vertueux que vous pouvez enclencher là et aussi le fait d'avoir une démarche centrée sur l'utilisateur et son expérience vous permettra d'avoir un retour sur investissement plus élevé, du temps que vous allez accorder à la conception de votre site. Si vous passez une semaine à créer un site web et que vous prenez pas en compte l'expérience utilisateur, vous allez avoir passé une semaine à développer quelque chose, à designer quelque chose qui sera peut-être à côté de ce que les utilisateurs, auraient aimé avoir. Le fait d'intégrer le point de vue de l'utilisateur dans votre démarche de conception vous permettra d'avoir un meilleur retour sur investissement, sur le temps, que vous allez allouer à la création de votre projet. Voilà pour cette première partie sur, qu'est-ce que le design? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de design? Donc on parle de l'expérience de l'utilisateur, on parle du design de l'interface, des boutons, des couleurs, mais on parle aussi beaucoup du point de vue des utilisateurs qui est hyper important à prendre en compte dans la conception, la démarche de conception de son site web. J'aimerais maintenant vous parler de 4 grandes bonnes pratiques qui vont vous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur de manière générale. Ça va pas être des formules magiques hyper adaptées à votre site web, à votre domaine d'activité, mais ce sont des bases auxquelles il faut faire très attention pour, dans la création de son site et bien sûr qu'il faudra venir, nuancer ou, améliorer en fonction de vos propres, études sur vos utilisateurs. La première bonne pratique, c'est la standardisation de votre style, de votre guide de style. Vous avez peut-être déjà, travaillé, vous avez peut-être déjà une charte graphique, qui correspond à des typographie, une couleur, 1 ou 2 couleurs, des logos, ça peut comprendre pas mal de choses. Heu, Aujourd'hui, quand on parle de design system, c'est un peu une charte graphique adaptée au web et aux écrans et c'est ce qui nous permet, nous, à Pilotine et plein de designers, du coup, dans le monde, de standardiser différemment leur style qu'autour d'une charte graphique, mais plutôt de construire un ensemble de composants qui vont pouvoir être réutilisables. L'objectif de cette standardisation, c'est de garantir la cohérence de l'image de marque et d'accélérer le développement. Donc, comme une charte graphique, un design system va vous permettre de vous mettre d'accord sur des couleurs à utiliser, des typographies, de ne pas les changer à chaque écran. Donc d'avoir, une image de marque cohérente sur plusieurs supports, ordinateur, téléphone. Ça peut aussi, ce sera pas forcément adapté à de l'impression comme des flyers, mais là on parle vraiment de digital et ça permettra aussi d'accélérer le développement. Donc ça, c'est un effet, secondaire de la création d'un design system, mais qui est hyper important. C'est que vous allez bien sûr unifier votre marque, mais vous allez aussi donner des clés aux développeurs qui vont, intégrer votre site web
pour le faire de manière plus rapide, plus efficace, et on va en fait mieux communiquer entre designers et développeurs lorsqu'on crée donc ce design system-là. Le design system, c'est vraiment quelque chose dont vous allez peut-être beaucoup entendre parler. Il y a plein de définitions différentes, plein de manières de le réaliser. Il n'y a pas une bonne formule magique. Vous, en tant qu'entreprise, ou en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir vous l'approprier, ce concept-là. C'est quelque chose qui peut souvent être mis sur un piédestal comme quelque chose de très compliqué à faire, de difficile à avoir, où il faut que ce soit très compliqué ou très complet pour que ça fonctionne. C'est pas forcément vrai. Il y a autant de design system, je pense, qu'il y a d'entreprises, et c'est à vous de concevoir celui qui vous correspond. C'est ça dépend, c'est un peu plus flexible en fait qu'une charte graphique. Will Fangui, qui est designer chez Envision, disait que le design system est une collection de composants réutilisables, définis et guidés par des standards clairs qui vont pouvoir être assemblés ensemble pour construire une application, une nouvelle page. Donc c'est un peu comme une brique de Lego, un design system comme une boîte de Lego, où on va créer plusieurs éléments qui vont pouvoir se greffer les uns aux autres tout en conservant une certaine cohérence. Dans les briques principales en fait, de ce design system-là, on va retrouver les typographies, donc les textes. On peut avoir 2 typographies, par exemple, par site web, les couleurs, donc l'ensemble des couleurs de votre marque, l'imagerie, les composants comme les boutons, des cartes, des formulaires, des choses qui vont revenir assez souvent sur votre site web, et les règles, les guides qui permettent aux utilisateurs, donc designers, de les assembler ensemble. Donc la typographie, ça peut ressembler à des éléments comme ça. Vous allez définir une hiérarchisation de la typographie sur votre site web, donc avec un titre 1, un titre 2, un titre 3. Donc ça, ce sont des balises HTML qui sont en fait une manière de dire que le titre 1, c'est le titre le plus important de la page, il n'y en a qu'un seul. Le titre 2, c'est le titre le deuxième plus important. Donc, c'est une manière de hiérarchiser en fait votre site web. Et donc, les H1, H2, H3, H4, H5, H6 sont des balises HTML. Donc, on va dire que sur un design system, on va retrouver à peu près ces différentes balises-là, 6 niveaux de titres différents. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les 6. Des sous-titres, une typographie de corps de texte, une typographie pour les boutons, pour les sous-titres. Donc, lorsque vous allez construire un design system, plus qu'une charte graphique où vous allez simplement définir 2 typographies, là, vous allez définir quelle typographie va être utilisée, dans quel contexte, est-ce que si c'est un titre plus ou moins important hiérarchiquement, mais quelle forme il va prendre, si c'est un bouton, quelle forme va prendre la typographie. Donc, vous allez beaucoup plus dans le détail de la spécification du style de votre marque sur le web. En ce qui concerne les couleurs, vous pouvez aussi aller assez loin. Donc, dans une charte graphique standard et très basique, on va retrouver une couleur primaire, on peut retrouver aussi une couleur secondaire et des variations. Lorsqu'on crée un design system, on va avoir plusieurs variations de couleurs. On va avoir des couleurs qui vont être utilisées pour les erreurs, par exemple, des couleurs qui ne seront pas forcément présentes dans la charte. On va avoir aussi les couleurs qui sont définies si on utilise par exemple la couleur primaire, donc le violet là, on peut voir que sur la couleur primaire, on écrit en blanc. Sur la couleur primaire variante, on va écrire aussi en blanc. Et sur la couleur par contre secondaire, donc le vert, on écrit en noir. Donc en fait, on peut définir encore plus les usages de vos couleurs par rapport à leur superposition, au niveau de contraste, etc. Donc le design system permet aussi de définir des ensembles de règles au niveau des couleurs. On parle ensuite de l'imagerie, donc qui sont les photos, les illustrations, les icônes. Tous ces éléments-là vont être aussi importants dans la définition de votre charte graphique. Vous allez inclure dans une charte graphique, vous pouvez inclure certaines photos ou des styles de photos à insérer. Des illustrations peuvent aussi être incluses dans une charte graphique. Dans le web, on va aller un peu plus loin, on va peut-être inclure aussi des icônes plus fonctionnelles, des icônes qui vont être moins dessinées, mais vraiment quelle icône va être la petite flèche là qu'on peut voir ici par exemple. Ou on va aller un peu plus loin dans la définition de l'imagerie, et on peut aussi aller plus loin dans les usages de cette imagerie. Donc là, on parle de design system un peu plus complexe. Là, c'est le design system de Google qui explique aussi une manière de recadrer les photos en fonction de son ratio, donc 16/9, 3/4 ou portrait. L'imagerie va donc elle aussi être hyper importante à prendre en compte dans le design de votre site web. Il va falloir la standardiser et l'homogénéiser avec le reste des éléments pour que l'expérience utilisateur soit consistante en fonction des différentes images que vous allez avoir. Et les règles et guidelines, ce sont
un ensemble, ça peut être formalisé sous une forme de document, une feuille de style qu'on aurait en PDF ou carrément sous la forme d'un site web. Il y a pas mal d'exemples de sites qui, justement, qui ont formalisé des règles et des guidelines pour, présenter leur design system, que je vous présenterai juste après. Mais le fait d'écrire une documentation est hyper importante, pour que les personnes puissent s'approprier, en fait, votre design system et travailler dessus par la suite. Donc un design system, c'est flexible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse ajouter des choses, en enlever, ça puisse être modelé, en permanence puisque les usages vont évoluer, votre marque va évoluer. Il faut que ce soit maintenable, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être, créé sur une solution qui permette à des designers de venir l'améliorer facilement, en collaboration, qu'il y ait pas une seule personne qui soit maître du design system et que personne puisse y toucher. Il faut que ça puisse être stable aussi, donc vous créez des règles suffisamment strictes pour qu'on ne puisse pas trop y déroger et qu'on puisse réussir à que la cohérence soit maintenue justement, tout le long. Il faut également que ce soit scalable, donc ça veut dire, c'est un terme anglais qui veut dire passer à l'échelle. Donc il faut que la flexibilité de votre design system puisse lui permettre d'évoluer, de grandir en même temps que votre entreprise, en même temps que vous allez ajouter des nouvelles pages, des nouveaux services. Et périn, donc il faut aussi, penser le design system comme une base solide et pas forcément commencer à faire un design system un petit peu, à l'arrache au début sans se dire: «Bon, bah, voilà, je vais mettre deux trois petites choses et on verra par la suite». Ça, c'est une très mauvaise pratique. La pérennité du design system va être conditionnée par la qualité de la base que vous allez lui fournir au début. Donc au début, même si vous avez un tout petit design system composé uniquement de couleurs et de typographie, il faut que cette base-là soit très solide et bien mise en place pour que vous puissiez l'améliorer à chaque fois par la suite. Et vous ne soyez pas obligé de redéfinir la base de votre design à chaque fois que vous voulez le faire évoluer. Une autre citation du directeur de design produit chez Intercom, qui lui émet une crainte, une pensée qui dit que la plupart des design systems sont vraiment juste des, librairies de patterns, de blocs, de composants, comme une grosse boîte de pièces de Lego qui pourraient être assemblées ensemble, mais sans forcément qu'il y ait de cohérence ou de consistance. Même si tous les éléments peuvent être, en fait, ce qu'il veut dire là, c'est que même si tous les éléments de votre design system peuvent être un petit peu cohérents ensemble ou se complètent bien, la manière dont ils vont être assemblés, elle, au final, peut être un peu délicate et il peut, même si vous avez un design system qui paraît cohérent, l'assemblage final peut être assez délicat. Donc ça, c'est un élément pour vous prévenir et vous dire de faire attention que même si vous avez un design system qui peut paraître propre, c'est pas forcément suffisant pour que le résultat soit pertinent. Si on reprend l'analogie des Lego, par exemple, avec une boîte de Lego, on peut très bien faire des choses, très belles, mais on peut aussi réussir à faire des espèces de monstres, de Lego avec, plus aucune cohérence et consistance, même si à la base, tout vient du même design system Lego. Si on empile les choses n'importe comment, si on suit pas forcément totalement bien les règles, ça peut aboutir à des résultats un peu hybrides à la Frankenstein. Donc un design system, c'est, des typographies, des couleurs, une imagerie, des composants, des règles. C'est aussi plus que ça. C'est-à-dire que le style de votre site va aller un peu au-delà du design, mais ça va toujours correspondre au design de l'expérience utilisateur. Ça peut aussi prendre en compte les sons présents sur votre site web ou les voix. Donc pour des applications mobiles ou pour des sites plutôt expérientiels, le son et la voix vont être des éléments qu'il faut surtout ne pas négliger et qui vont rentrer dans le design system ou dans votre charte. Le motion design et des interactions, on n'en a pas parlé, mais ça aussi c'est très important. Aujourd'hui, sur mobile ou sur ordinateur, lorsqu'on navigue sur les sites, on voit des interactions, du motion design et ce sont des éléments qui vont vous permettre de vous différencier par rapport à un autre site web. L'interaction peut totalement tout changer sur la perception que va avoir l'utilisateur de votre marque. Un bouton réactif, une transition, un effet un peu waouh ou justement des petites animations assez friendly qui vont guider l'utilisateur dans sa navigation peuvent tout à fait, jouer en votre faveur pour créer une expérience utilisateur qui soit plus remarquable. Donc c'est hyper important de travailler, de soigner aussi cette partie-là. La charte éditoriale, le ton, à l'heure d'aujourd'hui où on est plutôt minimaliste sur les interfaces, on peut utiliser des grosses typos, assez fortes et impactantes. Il faut que le contenu texte derrière soit lui aussi fort et impactant et et serve justement le discours de votre marque. Même si vous avez un site très joli, que les textes sont assez basiques, on va voir qu'il y aura une petite incohérence. Donc dans le design de votre site, il faut aussi penser le design du ton que vous allez employer, le design de votre
texte, de votre tournure de phrase. On parle aujourd'hui de notions comme de l'UX writing, c'est de l'écriture pour l'expérience de l'utilisateur. Ça peut aller du design de l'écriture d'un bouton au gros titre de votre page là, mais tout ce qui est formulation de texte et écriture sur le site, c'est aussi hyper important et ça peut faire partie de votre design system. Autre chose, l'intégration de l'accessibilité. C'est un élément qui est de plus en plus possible techniquement grâce à des nouvelles solutions. Accessibilité, ça peut être pour des personnes âgées, pour des personnes handicapées. C'est créer un design qui soit inclusif, créer un design qui soit responsable aussi de ses utilisateurs. Donc si vous, lorsque vous créez votre site web, il faut bien vous demander pourquoi vous le créez, pour qui, et est-ce que justement vous allez garantir l'accessibilité à toutes ces personnes-là? Est-ce que le design que vous faites ne va pas desservir des fois l'accessibilité? Un site avec plein d'animations, plein d'interactions, des choses qui partent dans tous les sens, ça peut vraiment, on va dire, mettre en péril l'accessibilité de votre site web. Un design trop performant qui va demander des ressources trop lourdes à votre ordinateur et lui demander un temps de chargement plus élevé ne rendra pas votre site accessible aussi à des personnes qui ont une mauvaise connexion Internet. Donc c'est un élément également à prendre beaucoup encore en compte. Et bien plus encore, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez ajouter dans votre système de design pour justement prendre en compte l'avis des utilisateurs et leur offrir la meilleure expérience possible. J'ai noté quelques exemples de design system pour que vous puissiez vous rendre compte jusqu'où ça peut aller. Je l'avais déjà ouvert. Donc là, c'est le design system de Shopify. Ils ont créé pour l'occasion un site internet avec les guides directement, le contenu, le design, les composants, l'expérience. Donc si on va sur les composants du design system de Shopify, on a les boutons qu'on va retrouver ici avec des exemples, des morceaux de code. Donc là, c'est un design system hyper complet et complexe. Les styles de titres, de texte, hop, les règles d'accessibilité, les bonnes pratiques, les do et don'ts, enfin les faites et ne faites pas. Donc c'est un design system, celui de Shopify, qui permet de garantir une cohérence pour tous les développeurs qui vont travailler avec cette plateforme-là, sur tous les supports. Donc ça parle de design, de composants, d'expérience, de contenu. On a dans le même style donc le material design de Google qui, lui est adapté pour, on va dire, vous donne un ensemble de règles auxquelles vous pouvez vous plier pour, designer une application pour Android ou une application, web. Et là, vous avez donc les mêmes choses, des conseils par rapport aux icônes, les règles d'accessibilité, les tutoriels pour les développeurs, les composants, et vous pouvez donc avoir, si on rentre dedans, là, sur la petite sidebar, des règles et des, guidelines pour, plein de choses. L'iconographie, donc les icônes, la typographie avec, comment est-ce que la typographie va fonctionner, les styles de texte, de titres avec des objets interactifs. En bref, vous en avez, d'autres qu'on va pas forcément détailler, à fond, lesquels seraient intéressants. Mailchimp, c'est intéressant parce qu'ils ont un guide de style très orienté, en tout cas lorsque j'avais fait ça, sur, les tons de la voix et les chartes éditoriales. Donc c'est hyper intéressant si vous voulez aller voir. Ils expliquent comment, écrire à propos des gens, quelles sont les tonalités, de voix que vous pouvez, utiliser, comment est-ce que celles-ci vont conditionner également l'expérience utilisateur. Donc là, ils donnent des règles. Nous sommes nous sommes de l'humour, on est des facilitateurs, et cetera. Donc ça peut être un bon exemple pour vous. Je vais vite faire un tour dans le chat. OK. Je vous enverrai le lien de la présentation, du coup, à la fin. Et voici donc des exemples de design system. On a un Français, la Maïf, qui était venu présenter son design system au Blend Web Mix 2019, qui est un gros événement à Lyon autour des acteurs du web et du numérique. Et la Maïf avait présenté aussi leur design system, qui est un peu moins évolué que les précédents. On n'est pas sur du Google ou du Atlassian ou des grosses entreprises américaines, mais il y a un bel effort qui a été fait aussi de la part de la Maïf à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur dans le slide. Donc le design system, la standardisation de votre design est hyper importante à votre échelle. Là, je vous ai montré des gros exemples, mais à l'échelle d'une startup ou d'un site d'entreprise, la cohérence
que votre image de marque sur le web doit être vraiment respectée. Et aussi le système d'IBM et Carbone. Un deuxième grand principe que j'aimerais partager avec vous, c'est l'utilisation des espaces blancs. En tant que designer, et en ayant bossé avec pas mal de clients, on a souvent ce retour que nos sites web peuvent paraître vides, qu'il y a des espaces qui ne sont pas utilisés. Ce que j'aimerais vous dire à vous en tant que client ou vous conseiller à vous en tant que designer, c'est de préconiser que ce n'est pas de l'espace perdu. L'espace blanc est hyper important pour votre site web. Il est aussi important qu'un design standardisé et homogène. C'est l'espace qui vous permet en fait qui permet à votre site de respirer. Miles Davis disait que dans la musique, le silence est aussi important que le son. On va partir très loin après dans les analogies avec le vide et la matière, mais l'espace blanc doit être une composante que vous devez vraiment prendre en compte dans la conception de votre site web et ne pas chercher à remplir compulsivement par peur du vide. Il est aussi important que votre contenu, l'espace blanc, permet de créer une interface facile à lire par l'utilisateur. Il donne de la consistance à l'ensemble. Il permet de donner du rythme, de faire pas mal de choses qu'on va développer justement ici. Donc, il aide notamment à la lisibilité des textes. Si on prend cet exemple-là, vous voyez que Basic, qui est une agence américaine assez connue, sur son site, les espaces blancs sont... donc là, c'est le héros quand on arrive sur leur site de leur agence. Ils ont joué la carte du minimalisme à fond, un fond blanc, un texte impactant, de l'espace donc entre le logo et le texte, entre les éléments du menu, de l'espace aussi entre les lettres. On voit que les lettres ne sont pas collées. L'espace, ils ont joué vraiment ici avec l'espace pour permettre la lisibilité la plus optimale possible de leur baseline. We are a brand agency, digital design agency, building brands that matter in culture. Donc pour que ce soit vraiment lisible, compréhensible, et que les éléments du menu, eux aussi, soient bien visibles. Pour le texte, ça aide également à lire, en fait, vous pouvez refléter les pauses que l'utilisateur va prendre en lisant. Lorsque vous rédigez du long texte comme un article de blog sur votre site web, vous allez mettre des espaces entre les paragraphes. C'est en fait l'espace blanc que vous allez mettre qui correspond à l'espace qu'il va y avoir sur votre site entre vos textes, correspond à la respiration visuelle pour les yeux. Donc c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de construire l'organisation de votre contenu sur votre site. On voit par exemple que lorsque des éléments sont groupés ensemble, technologie, shaping the future, le texte et le bouton, on sait qu'ils appartiennent au même groupe et que du coup l'utilisateur doit lire cette information comme une seule. Et le bouton correspond bien justement, est bien relié au titre, le sous-titre est bien relié ici et la photo elle aussi est bien reliée au texte à côté. Donc lorsque vous jouez bien sur les espaces blancs et les espaces entre les blocs, ça vous permet donc d'indiquer à l'utilisateur que ça c'est un seul bloc, tu dois le lire comme un seul bloc. Et lorsque lorsque l'utilisateur va scroller, il faut qu'il y ait un espace suffisant en bas de ces deux blocs-là. Il ne faut pas que tous les blocs soient collés les uns à la suite des autres pour qu'on comprenne bien que chaque bloc est différent. Il y a une règle qu'on pourrait se donner en web design, c'est que sur un écran, sur un scroll de l'utilisateur, on est censé voir une information et pas 3, 4, 5 ou 6. Donc là, lorsque l'utilisateur va scroller, il faut bien que le second bloc arrive lentement derrière et la photo du second bloc ne soit pas directement collée. Donc les espaces vous permettent d'organiser votre contenu, d'indiquer à l'utilisateur ce qui est lisible ensemble. L'espace blanc aide aussi à focaliser l'attention de l'utilisateur sur certains éléments. Notamment, là on voit avec le site de Cruise, donc le vide qui se trouve sur le héros, on pourrait avoir comme retour, il n'y a rien, il y a juste un bouton, un texte. En fait, ça aide l'utilisateur à se concentrer sur ce qui est le plus important, la baseline et le bouton. Donc là, l'utilisation de l'espace blanc aide en fait à effacer toutes les distractions derrière pour que l'utilisateur puisse se concentrer correctement sur le texte. L'espace blanc, c'est ça, c'est vraiment éliminer des distractions pour que l'utilisateur puisse se concentrer correctement sur les éléments importants que vous voulez lui montrer. L'espace blanc n'est aussi pas forcément blanc, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser une photo, comme on l'a vu ici en haut. C'est la dernière chose que j'avais à dire par rapport à ça. Vous pouvez jouer avec des photos, des éléments visuels. Si vous avez l'impression que le site est tout blanc, tout vide, des fonds de couleurs, c'est bien sûr possible. La troisième bonne pratique que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du texte et des contenus textes que vous allez rédiger sur votre site web. Les utilisateurs, quand ils sont sur un site, ils ne sont pas allongés sur un canapé tranquillement avec une liseuse ou un bouquin entre les mains. Un utilisateur ne lit pas un site, il le scanne.
C'est pour ça qu'il faut utiliser des résumés, des titres, des sous-titres, des aides en fait pour laisser l'utilisateur choisir de regarder le contenu qui l'intéresse et pas surcharger vos pages. Donc ne pas mettre tout le contenu de texte sur une page, mais plutôt utiliser des stratagèmes comme des résumés, des boutons, des liens qui vont renvoyer vers des pages de contenu plus développées. Je prends par exemple l'exemple de Medium, qui est un site qui propose des articles de blog. On voit une liste d'articles avec une petite photo. Ce qui est mis en avant, c'est donc le texte, avec une baseline qui nous dit que c'est basé sur mon historique de lecture, un titre, une baseline qui correspond à l'article, la date, le temps de lecture et l'auteur. Ce sont les informations les plus nécessaires, les informations minimum nécessaires qui vont, selon Medium, m'indiquer si je peux ou si j'ai envie de cliquer sur chaque lien d'article. Ils ne mettent pas, par exemple, 5 ou 6 lignes de description de l'article, ils mettent simplement le titre, une baseline, pour éviter justement de surcharger l'interface et de laisser vraiment l'utilisateur choisir là où est-ce qu'il veut cliquer. Lorsque vous rédigez du texte pour vos pages web, il faut aussi faire attention à ne pas surcharger donc, vos textes, vos pages de paragraphes à rallonge, de faire des paragraphes plus impactants et d'utiliser aussi cette technique de la baseline et du résumé pour indiquer à vos utilisateurs ce que vous voulez dire. Si on prend par exemple ici l'exemple d'un blog qu'on dit d'amis avec une photo et un texte, l'équilibre est parfaitement respecté. On a une seule phrase qui est assez longue avec un titre assez impactant, un sous-titre. On voit ici que le texte n'est pas surchargé, ils n'ont pas voulu en trop mis, ils n'ont pas voulu trop en mettre. On a le bouton Explore qui permet justement d'en savoir plus, mais il faut utiliser ces, euh, ces manières de fonctionner minimalistes avec le texte. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'était l'utilisation des appels à l'action. Donc dans l'expérience utilisateur, on a vu qu'il fallait un guide de style du coup standardisé, qu'il fallait avoir un site web qui respire et qui soit agréable à regarder grâce à l'utilisation des espaces blancs, agréable à regarder aussi sans surcharger votre site de contenu. Et aussi, on va parler maintenant de l'efficacité de votre expérience. Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que l'utilisateur aille où est-ce que vous voulez l'emmener? Est-ce que vous utilisez correctement les appels à l'action sur votre site? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les appels à l'action sont les éléments clés de votre stratégie marketing sur votre interface. Ils aident les utilisateurs à naviguer, à passer de page en page et à effectuer les actions qu'ils souhaitent ou que vous voulez qu'ils fassent et aussi à trouver les informations dont ils ont besoin. C'est le premier élément d'interaction que vous allez avoir avec votre utilisateur et c'est ce qui va vous permettre de construire son parcours. Donc, les appels à l'action doivent être visibles et accessibles pour permettre une expérience optimale. Comme là, sur Square, on a une grande photo et un bouton bleu, justement, en gros, au milieu. Là, on ne peut pas forcément le louper. Il faut que l'appel à l'action soit clair et pertinent. C'est-à-dire que la dénomination, le texte que vous allez mettre dans l'appel à l'action, John Free for a Month, doit être assez clair pour qu'on sache sur quoi on va aller lorsqu'on va cliquer dessus. Il faut il faut bien que vous travaillez justement ce wording-là, enfin, cette manière de vous exprimer. Et les appels à l'action permettent aussi de guider les utilisateurs. Donc là, vous avez deux boutons. On voit qu'il y a un niveau hiérarchique. Le Play Free est un peu moins visible que le Go Premium parce que justement, Spotify met plus en avant la partie premium que la partie gratuite, évidemment. Donc, l'utilisation des appels à l'action peuvent vous permettre de guider le parcours de vos utilisateurs. J'aimerais qu'on déroule maintenant 9 bonnes pratiques sur ces appels à l'action-là, des petits conseils que je pourrais vous donner pour, on va dire, essayer de donner une meilleure expérience utilisateur possible à vos utilisateurs et, et aussi de les inciter à faire un peu plus ce que vous voulez obtenir d'eux. Notamment, la première, c'est offrir des cadeaux et des contreparties. Utiliser la règle de réciprocité comme technique de persuasion sur des appels à l'action peut être une bonne pratique en fait, d'offrir une récompense. Si vous vous inscrivez, vous avez un premier mois gratuit ou 10% en s'inscrivant à un newsletter. Ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour inciter les utilisateurs à cliquer sur vos boutons. Vous pouvez aussi utiliser la preuve sociale pour augmenter le taux de conversion. Donc là, n'hésitez pas surtout à montrer des datas, des témoignages. Il faut vous laisser parler vos utilisateurs à votre place. Plutôt que de dire nous sommes géniaux parce que, laissez plutôt des témoignages clients, parler pour vous et mettre en avant vos, vos fonctionnalités, votre personnalité. Ça mettra beaucoup plus en valeur votre appel à l'action derrière, où l'utilisateur a vraiment l'impression
de cliquer parce qu'il a été convaincu et il s'est fait sa propre opinion avec les témoignages. Vous pouvez aussi utiliser la répétition pour les appels à l'action, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre à plusieurs endroits sur votre site web, en haut, en bas. N'hésitez pas, lorsqu'un appel à l'action est très important, à le répéter. Dans le positionnement de vos appels à l'action, vous pouvez aussi plutôt recommander, plutôt que de laisser l'utilisateur choisir. Plus l'utilisateur a de choix, moins il va réussir peut-être à se faire sa propre opinion, ou il va devoir réfléchir à laquelle solution pourrait être la plus optimale. Lorsque vous recommandez un produit, vous guidez l'utilisateur et vous l'empêchez un peu de réfléchir ou de se poser trop de questions. Il y a un designer qui s'appelle Steve Krug qui a écrit un livre qui s'appelle Don't Make Me Think dans les années 2000, qui parle justement de comment l'UX design, le design d'expérience utilisateur, amène l'utilisateur justement à se poser le moins de questions possible, comment rendre une interface le plus intuitif et le plus naturel pour l'utilisateur. Donc ce conseil-là, du coup, va dans ce sens. Vous pouvez également expliquer à qui s'adresse votre produit et votre service plutôt que de dire qu'il s'adresse à tout le monde. Le fait de cibler votre discours et d'éliminer une partie de vos utilisateurs pour vous concentrer sur les plus importants, peut vous permettre du coup de parler plus directement à votre cible. Et un adage qui dit que la transparence établit la confiance. Le fait d'être le plus transparent possible sur ce que vous allez faire va permettre au niveau des appels à l'action, de renforcer la confiance que vous allez avoir de par vos utilisateurs. Donc de dire que vos services ne sont pas pour tout le monde, mais sont vraiment pour certaines choses spécifiques. Ce sera peut-être plus vendeur et plus rassurant pour un utilisateur de dire que votre service peut faire tout et pour tout le monde. Soyez direct lors de vos call to action. N'essayez pas forcément de mettre trop de phrases à l'intérieur ou d'enrober la chose sous plein de formules de politesse ou autre. Essayez d'être le plus direct possible dans les boutons, direct dans l'approche aussi visuelle. Le bouton, ne le mettez pas forcément en bas d'un argumentaire, en bas d'une page, mettez-le directement dans le menu, mettez-le directement en haut de page. Affirmez la personnalité de votre produit, de votre service, donnez-lui du caractère et rendez-le friendly. Ça va un peu avec le style que vous allez avoir sur votre site web, l'image de marque que vous allez avoir, les appels à l'action que vous allez pouvoir proposer peuvent être, on va dire, agrémentés de petites réassurances qui vont montrer que votre produit est plus personnel et vraiment différent des autres. Utilisez les boutons bénéfices plutôt que les boutons focus sur la tâche à accomplir. Donc ça, c'est lorsqu'on parle d'appel à l'action. En gros, sur les boutons directement, si vous avez un bouton où on dit juste s'inscrire, ça peut paraître un peu sobre et plat, alors que si sur le bouton c'est écrit Increase my revenue, gagner 1000 euros, etc., là vous avez plus de chances que l'utilisateur soit enclin à cliquer sur ce bouton-là et qu'il ait une perception positive du bouton. Donc là, on dirait ça fait un peu discours marketing bateau, mais adapté à ce conseil-là peut être adapté à votre entreprise, à votre activité. Et enfin, vendez des avantages à vos utilisateurs plutôt que des fonctionnalités. Ça aussi, c'est quelque chose lorsque vous voulez créer des appels à l'action ou justement construire un argumentaire qui va mener vers un appel à l'action. Essayez plutôt d'avoir justement une approche par bénéfice. Donc, qu'est-ce que la solution va vous faire gagner plutôt qu'une approche par features, par fonctionnalités qui peuvent être un peu plus difficiles à comprendre ou à percevoir. Voilà donc les 4 grandes bonnes pratiques que je voulais détailler avec vous, qui vont vous permettre de designer une expérience optimale pour vos utilisateurs. Donc ce sont bien sûr des principes de base, des règles un peu universelles qui vont vraiment être adaptées à votre activité. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelle heure il est? 46, un quart d'heure. On va aller assez vite sur cette partie-là, mais comment vous pouvez adopter une démarche centrée sur l'utilisateur? Comment est-ce que vous pouvez, même si vous avez donc un guide de style standardisé, que vous avez des bonnes pratiques en termes de positionnement d'appel à l'action, que votre site est clair et bien écrit, comment est-ce que vous pouvez maintenant aller au-delà et adopter une démarche centrée sur l'utilisateur? Ben, c'est très simple, il faut demander à vos utilisateurs, il faut les sonder, tester. Il y a un schéma que j'ai pas réussi à retrouver, donc qui est dans un livre hyper intéressant, la Bible de l'UX un petit peu. Je l'ai représenté comme ça, ce schéma-là. Ça montre qu'il y a en fait plusieurs étapes. On pourrait représenter ça sous forme de cycle, mais
lorsque vous voulez avoir une approche centrée sur vos utilisateurs, il faut d'abord définir les objectifs de votre recherche et faire des recherches en amont, savoir qu'est-ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous faites appel à l'avis des utilisateurs. Est-ce que c'est pour développer une nouvelle fonctionnalité? Est-ce que c'est pour augmenter le taux de conversion de votre site web? Donc, planifier en gros cette partie-là. Qu'est-ce que vous voulez, quels sont les objectifs de cette étude utilisateur? Ensuite, vous allez avoir besoin de recueillir les besoins des utilisateurs, des entreprises, aller dans une phase d'exploration où vous allez peut-être mener des enquêtes, des focus group. Vous allez vous rapprocher un maximum des utilisateurs pour essayer de comprendre quels sont, eux, leurs besoins et quelles sont leurs problématiques, quelles solutions ils cherchent vraiment à obtenir. Et ensuite, dans une phase d'idéation, par rapport à vos objectifs à vous, vos besoins d'entreprise et par rapport aux besoins des utilisateurs que vous allez avoir, comment est-ce que vous allez pouvoir les faire fusionner et pendant cette phase de génération collective d'idées qui peuvent prendre sous forme de séance de brainstorming avec plein de post-it collés au mur, vous allez faire sortir plein d'idées qui peuvent mettre en relation vos besoins à vous et ceux de votre cible. J'ai oublié justement que dans cette phase d'exploration ou de planification, on définit justement quelles sont les cibles en créant des personas, des profils d'utilisateurs types qu'on va ensuite aller explorer. Donc on a une phase d'idéation, qui est une phase de génération d'idées collectives où on va faire sortir toutes les idées qui sont possibles pour mettre en relation les objectifs de l'entreprise et les besoins des utilisateurs. Et enfin, à la suite de cette phase d'idéation-là, on va passer à une phase de conception, on va rentrer dans le concret, on va créer des prototypes, des wireframes, donc rien de définitif à ce stade-là. Ça peut être, donc pour des wireframes, ce sont des designs de sites qui sont en noir et blanc, il n'y a pas forcément de couleur, de typographie, ce sont des prototypes qui sont pas développés, qui peuvent simplement être designés. Donc c'est créer en fait des brouillons de vos solutions, des drafts, que vous allez pouvoir faire tester à vos utilisateurs. Donc, c'est la dernière étape. Une fois que vous avez créé vos brouillons et vos, vos prototypes, vous allez pouvoir aller retourner voir vos utilisateurs, les faire tester, établir si des choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, et le cas échéant, donc repartir sur une phase de planification, d'exploration, d'idéation, de conception, jusqu'à temps de trouver une solution optimale qui mériterait justement d'être lancée. À l'échelle d'un site web, souvent, vous avez déjà un site, vous avez déjà des objectifs, vous avez déjà recueilli des besoins utilisateurs. Vous avez juste besoin d'une phase d'idéation pour mettre tout ça un peu en lien et de conception, de tests. Les tests utilisateurs, on peut les faire à l'échelle d'un site à plusieurs moments. On peut les faire au début si vous avez déjà un site web pour étudier justement son efficacité. On peut les faire pendant une phase de prototypage. Donc, une fois qu'on n'a pas encore sorti le site définitivement, mais qu'on est juste en train de créer des maquettes, on peut faire des tests sur la base de maquettes avec des outils comme InVision. On peut aussi faire des tests à la fin, une fois que le site est sorti. Là, c'est un exercice qui est plus difficile, c'est de remettre en question tout ce qu'on a créé, justement, le produit final qu'on a créé ensemble, que vous avez créé avec une agence, avec un freelance. Ce produit final-là, une fois qu'il est sorti, développé, vous pouvez, quelques mois après, remener des tests dessus pour voir si les usages qu'en font les utilisateurs correspondent bien à l'idée que vous en étiez faite. Et c'est dans ce sens-là, en fait, l'approche basée sur l'utilisateur, c'est jamais une approche linéaire qui va d'un point A à un point B, c'est plutôt une approche circulaire où, en fait, vous, comme les besoins et les usages des utilisateurs évoluent, vous devez sans cesse faire évoluer la conception de votre site et donc être toujours dans un schéma de recueil des informations, de demande de feedback pour améliorer en continu votre site web. Parce que justement, le design qu'on prévoit en amont pour un utilisateur ne sera pas forcément le chemin qu'il va emprunter. Cette image est vraiment très parlante. C'est que l'utilisateur, il est très difficile de prévoir son comportement. Et le fait de faire beaucoup de postulats, de dire moi je sais comment ça marche, je sais comment l'utilisateur fonctionne, c'est souvent une erreur que pas mal de chefs d'entreprise ou de designers peuvent faire. On n'est jamais sûr, il faut toujours tester avant d'affirmer quoi que ce soit. Voilà, vous pourrez retrouver mes sources à la fin de cette présentation-là. Donc, pour faire une brève présentation de l'agence Piloting dans laquelle je travaille pour clôturer, on est donc 17 personnes aujourd'hui en 2020. C'est une entreprise qui a 11 ans d'histoire. On est spécialisé dans le design de sites web avec WordPress et donc on prend en charge des projets de leur création jusqu'à la sortie et du développement. On fait du coup on travaille sur tout ce qui est ergonomie en amont des projets, sur conception de wireframe, conception de maquettes. On a aussi on fait aussi du motion design, des shooting photo, vidéo, enfin on fait plein de choses. On a eu pas mal de récompenses. Alors là, je pourrais pas beaucoup vous en dire puisque je ne les connais pas, mais on est assez
dynamique et investi dans le milieu des agences digitales de Lyon. On fait partie de plusieurs réseaux comme la CPME, le réseau Entreprendre, le MEDEF, Entreprise du futur. On est vraiment hyper actif à ce niveau-là. Et voilà comment peuvent se composer nos équipes. On a donc Julien, le capitaine, avec des chefs de projet, des marketeurs qui font toute la partie social media et stratégie digitale, 3 web designers et 5 développeurs. Pilotine a aussi acheté récemment Lyon Entreprise, qui est un média lyonnais avec qui on trouve énormément de synergie. Peut-être que vous le connaissez. On est toujours en train de travailler sur la refonte de ce média-là. Et on a Lyon Entreprise en chiffre, c'est presque des millions de visiteurs par an, 3 millions de pages vues à l'année aussi, 50 000 abonnés à la newsletter. C'est un espèce d'énorme mastodonte lyonnais avec qui on travaille aujourd'hui avec beaucoup de synergie. Si vous souhaitez rester en contact avec moi, je vous inviterai à aller voir mon profil LinkedIn et à m'envoyer des messages si vous avez des questions supplémentaires. Et si vous voulez retrouver d'autres webinaires Pilotine, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube. On en a fait plein sur d'autres problématiques, pas forcément de design, sur l'éco-responsabilité des sites internet, sur les usages web marketing avec des outils pour récupérer des leads et des prospects. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Vous pouvez les poser directement dans le chat. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages qui avaient été... Ok. Ah, merci. Karine Allemand, méthode de design UX, sûrement. Il faudrait que je retrouve... c'est un livre qu'on m'a prêté, je ne l'ai pas ici. Donc, je vous ferai passer les liens et le récap par mail. Oui, Alix, merci. Est-ce que vous avez donc des questions au sujet des slides que j'ai abordés? Est-ce que vous avez un retour? Est-ce que je suis allé assez vite? Est-ce que c'était chiant? Tu peux descendre, Julien, il y a des questions qui apparaissent là. Ah oui, merci. Alors, concernant la charte graphique, celle-ci doit véhiculer notre identité, mais alors, Natacha, ta première question, concernant la charte graphique, celle-ci doit véhiculer notre identité, mais celle-ci doit-elle rester neutre dans le style? Pas trop de couleurs. Il n'y a pas de règle, là aussi encore, ça dépendra de votre secteur d'activité, de votre positionnement. La charte graphique ne doit pas forcément rester neutre, il faut que vous lui donniez une identité. Les chartes graphiques très neutres, comme celle d'Apple, que Natacha, dont tu parlais également, ou celle de Google, où on a des typographies assez simples et beaucoup d'espaces blancs, sont des identités visuelles qui peuvent se permettre d'être assez neutres, puisqu'elles sont assez reconnaissables. Si dans votre domaine d'activité, vous avez besoin de vous démarquer, vous avez besoin de, de vous extraire en fait d'une concurrence qui est tout le monde est un peu semblable. Là, vous allez devoir affirmer votre style avec une couleur, une typographie, mais pas avec non plus 5 ou 6 couleurs ou 6 typographies différentes. Donc, vous pouvez avoir un design affirmé avec une typographie, une couleur simplement, et sans forcément en faire des tonnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en tout cas, je l'espère. Mathieu, tu disais, super, que c'est un outil puissant, mais il ne me semble pas en avoir entendu parler. Est-ce que vous utilisez de l'A/B testing? Alors, Mathieu, j'ai pas exactement compris ta question. Qu'est-ce qui est un outil puissant? Ah non, l'A/B testing, est-ce qu'on utilise l'A/B testing? Pardon. Oui, on peut utiliser l'A/B testing. On s'en sert notamment sur des landing pages où on va créer 2 designs différents, 2 wordings, 2 photos pour voir justement comment est-ce que les utilisateurs peuvent réagir différemment à ces pages-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser dans le test justement de design de page, notamment pour des landing pages. Techniquement, je ne sais pas comment c'est mis en place, mais il faudrait voir avec nos équipes marketing. Candice, as-tu des sites à nous conseiller pour créer une identité graphique d'un blog? Alors, je n'ai pas forcément de sites qui vont t'aider à créer une identité. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est essayer toi déjà de le faire avec tes compétences et tes connaissances, de savoir quelle couleur te correspond bien, si c'est un blog qui va parler de toi par exemple, quelles sont les couleurs que tu voudrais qui pourraient te correspondre, en faisant attention un peu à la sémiologie. Pour l'identité graphique, tu vas avoir besoin d'un logo, de typographie, de couleur, on va dire que ça va être la base.
tu peux, si tu n'as pas de logo, je sais que Wix a un générateur de logo que tu peux faire pour avoir quelque chose de très simple pour commencer. Si tu as peu d'attentes au début, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais après, si il n'y a pas de sites qui vont générer ton identité générale, tu peux aller voir sur des, euh, des sites web aussi comme le Google Material Design qui pourra te guider dans la création de ta charte avec des règles. Est-ce qu'on prend des alternants? On prend des stages alternés à partir peut-être du mois de septembre, mais alternance, c'est pour l'instant impossible à piloter. Euh, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Euh, pour le troisième point, n'en dites pas trop lorsqu'il s'agit d'un site très technique, ne faut-il pas donner beaucoup d'informations? Oui, donc si vous avez un site très technique ou vous avez un site où on a besoin de mettre beaucoup de texte, effectivement, il faut qu'il y ait un endroit sur le site, l'utilisateur puisse retrouver l'ensemble des informations techniques. Donc, il y aura sûrement des pages avec des textes à rallonge. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre des textes à rallonge directement sur une page d'accueil, mais de d'abord laisser l'utilisateur choisir de cliquer sur une page avec beaucoup de texte s'il y a besoin. Voilà pour ta réponse, Natacha. PageSpeed Insight, c'est bien le site qui vous permet de mesurer la rapidité de votre site web. OK pour l'alternance. On n'intervient pas que sur Lyon, alors ça dépend en com, on a des clients dans toute la France. Oui, vous pouvez, je pense. Après, ça dépend de votre. La distance n'est pas forcément gênante. On est habitué à travailler avec des clients qui peuvent être aussi loin. Bonne journée, Mathieu. Donc, si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez nous envoyer un mail. Il n'y a pas de restriction géographique. Bonne journée. Oui, si vous avez des clients qui ont besoin de services d'une agence web et qui sont dans la région PACA, il n'y a aucun problème pour travailler avec nous sur le principe. Après, effectivement, si ce sont des projets qui demandent beaucoup de réunions physiques, d'ateliers de préparation ou d'ateliers de co-conception, la distance là, peut être un problème et nous, on intègre si nous devons nous déplacer, c'est quelque chose qu'on intégrera dans notre prestation, alors que si le client peut venir nous voir, ce sera toujours plus agréable. Avec le confinement, on a travaillé sur des réunions design, de lancement avec des clients, et ça se passe très bien. Donc, on peut aussi faire des choses à distance, même si dans la relation client, c'est toujours intéressant d'avoir quand même un vrai contact physique. Et oui, je ferai attention à mettre ma marinière pour le prochain webinaire. Merci Natacha de veiller au grain. Bonne journée à toi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonne journée Sandrine.